Quelles sont les origines du pervers narcissique et qu'est-ce que la faille de Narcisse? Welcome mes belles lumières d'amour et bon retour sur cette chaîne, la chaîne Les Enfants de la Lumière. Je m'appelle Alice Light, je suis experte en pervers narcissique, fille d'une mère pervers narcissique. Laisse-moi t'exposer sur cette chaîne YouTube tous les masques du pervers narcissique et surtout les outils qu'il te faut pour s'en sortir et aller mieux. Prendre soin de soi car tu es ici pour toi et non pas pour lui. Et aujourd'hui dans cette vidéo, on va aller voir ensemble les origines du pervers narcissique. Ces vidéos seront au nombre de 3 puisque le pervers narcissique comporte 3 failles que je vais t'exposer ou 3 différentes vidéos. Mais avant de commencer mes belles lumières, je vais t'inviter comme à chaque début de vidéo de te recentrer sur toi-même parce que c'est extrêmement important. Encore une fois, je le répète, tu es ici pour toi. Tada! Parce que dans la vie, tout commence par un rêve. Si t'es pas habitué, que tu me connais pas, sache que sur chaque vidéo, je vais tout simplement proposer de démarrer la vidéo par un rêve. T'es pas obligé de le faire. Si tu prends l'habitude de le faire, tu te rendras compte que tes rêves vont se réaliser. Donc tu peux faire ce que tu veux, noter ça sur tes notes d'ordinateur, de téléphone, d'iPad, de ce que tu veux. Ou tout simplement prendre un bout de papier, peut-être une petite boîte que tu vas te confectionner. Moi, j'ai acheté ça parce que tout commence par un rêve. C'était vraiment l'idée de vous proposer cet outil en fait en début de vidéo qui est extrêmement important et tu vas te rendre compte que si tu le fais à chaque fois que tu regardes mes vidéos, petit à petit ça aura un effet. C'est parti mes belles lumières, commençons la vidéo par rêver. Et maintenant let's go! Alors, comme on l'a vu dans les vidéos précédentes où je vous ai expliqué globalement comment fonctionnait un pervers narcissique en vous donnant des critères de ses comportements, vous avez vu précédemment à quel point c'est une personne qui est vraiment atteinte d'une pathologie et surtout qui est constamment dans des comportements et des actions très négatives, très nocives, très toxiques, voire violents envers son entourage et que la plupart du temps ça fonctionne en huis clos. Mais maintenant on va aller voir ce qui s'est passé avant qu'il devienne comme ça. On a vu que chez la personne qui a le trouble de la personnalité narcissique, il y a vraiment un véritable manque d'estime, d'amour de soi, mais aussi qu'il y a quelque part le narcissisme qui ne s'est pas complètement développé suite quelque part à un environnement et surtout à des parents qui ont été dysfonctionnels dans l'enfance de la personne. Ce qui fait que cette personne qui a un trouble du comportement de la personnalité a besoin en permanence d'être au centre de l'attention et surtout, elles ont tendance à être dans la projection, c'est-à-dire qu'elles ont besoin que quand l'autre les regarde, ce qu'elles voient dans le regard de l'autre, c'est ce qu'elles ont projeté, c'est tout ce qu'elles sont, mais d'extraordinaire. Et elles ont besoin d'être extraordinaires dans le regard de l'autre. Ce sont des personnes qui ne peuvent pas se sentir extrêmement bien avec eux-mêmes. Avec le dévoreur d'âme, c'est similaire, à la différence qu'il n'y a pas que cette notion de trouble, on va dire, de la personnalité, donc de trouble narcissique qui est en jeu, et c'est beaucoup plus puissant que ça. Il faut savoir que chez la personne qui a le trouble de la personnalité narcissique, quelque chose qui peut être, on va dire, rétabli par des thérapies proposées par les psychologues. D'ailleurs, c'est pas pour rien que cette maladie, entre guillemets, on va dire ce dysfonctionnement au niveau de la psyché de la personne, ce dysfonctionnement structurel interne de la personne, se trouve dans le DSM en fait. Il faut savoir aussi que dans le DSM, il n'y a pas que des maladies mentales, il y a tout ce qui est... il y a les troubles du spectre de l'autisme, il y a l'autisme, il y a vraiment beaucoup de choses. Donc il ne faut pas voir ça comme quelque chose de négatif, c'est quelque chose qui permet de repérer quand une structure au niveau du cerveau de la personne, elle est un peu, on va dire, dysfonctionnelle ou fonctionne d'une manière différente de la plupart des gens. Sachez que dans toutes mes vidéos, j'ai oublié de le préciser, mais le pervers narcissique, moi je l'appelle le dévoreur d'âme pour des raisons particulières qu'on verra par la suite. Donc concernant le dévoreur d'âme, lui aussi dans l'enfance, il a été fortement touché dans son estime de lui. Un peu la même chose, soit par des fonctionnements dysfonctionnels de la part des parents, de son environnement, donc ça peut être toujours des comportements, alors là on peut vraiment être sur des comportements négatifs type pervers narcissique, donc ça va être un enfant qui est humilié, qui est dénigré, qui est violenté, qui est battu, vraiment qui est dégradé dans son estime de lui, mais vraiment volontairement de la part du parent. Donc là c'est vraiment, c'est le schéma qui se répète, c'est le parent dévoreur d'âme qui engendre un enfant dévoreur d'âme. Donc vraiment, le dévoreur d'âme, ça reste un enfant qui a eu des parents dysfonctionnels avec des comportements très extrêmes. Ça peut aussi être cette notion de l'enfant roi. En effet, l'enfant roi n'est pas un enfant qui développe facilement une bonne estime de lui.
D'abord parce que si c'est un enfant roi, il n'y a absolument aucun cadre qui est mis autour de lui. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que qu'il fasse des bonnes ou des mauvaises actions, ses parents disent amen à tout, ou ça peut être autre chose, hein. L'enfant roi, c'est pas que dire oui à tout. Et donc l'enfant n'a pas forcément soit il n'est pas encouragé dans ses actes bienveillants quand quand il a des bonnes actions, quand il a, je sais pas, des bonnes notes, ou quand il gagne des événements, des compétitions, etc. Il n'est pas forcément remarqué particulièrement pour ça, donc son estime n'est pas encouragée. Un environnement et des parents dysfonctionnels, c'est aussi des parents qui ne s'occupent pas de leurs enfants. Donc, bien évidemment, il y a la catégorie de l'enfant roi, où là, l'enfant, il fait ce qu'il veut quand il veut, il fait une crise, le parent dit oui. Le parent, dans le cadre d'un comportement dysfonctionnel, ça peut aussi être un enfant qui va aller dégrader ou humilier quelqu'un d'autre, et son parent lui dira « T'as bien fait, bravo, je suis fière de toi, tu t'es pas laissé faire, c'était pas à lui d'avoir raison, c'était à toi d'avoir raison. » Ce genre de parents qui attestent et affirment devant l'enfant que quand il a des comportements où il écrase l'autre, où il humilie l'autre, sont OK, c'est un enfant qui aura aussi, dans son développement à lui-même et à l'autre, des rapports dysfonctionnels par rapport à la norme. Si on apprend à un enfant que c'est normal de frapper un autre enfant ou que ça lui donne une extrême bonne estime de lui, d'être humiliant envers les autres, vous imaginez bien que en grandissant, il aura aussi ce genre de comportement. En effet, un parent dysfonctionnel, c'est pas forcément un parent malsain, ça peut être un parent qui, justement, ne s'occupe pas de son enfant ou qui va le mettre en permanence sur un piédestal, sans cadre, sans lui apprendre quand est-ce qu'il dépasse les limites, quand est-ce qu'il ne prend pas en compte les besoins des autres. Vraiment, c'est extrêmement difficile à vous expliquer ce que c'est un fonctionnement dysfonctionnel de la part des parents ou de son environnement familial, puisqu'il y a énormément de paramètres à prendre en compte, que ça dépend en plus de l'éducation qu'ont reçue des parents et de plein d'autres paramètres, type le métier des parents, l'époque à laquelle l'enfant a grandi, aussi peut-être le milieu social. Est-ce qu'il est dans un pays comme la France? Est-ce qu'il est dans un pays comme, je sais pas moi, l'Afrique, l'Inde, l'Amérique, l'Australie? Vous comprenez bien qu'il y a énormément de paramètres à prendre en compte, mais que ces paramètres-là sont extrêmement importants pour la construction du soi, de l'enfant, de son narcissisme. Et donc, pour finir sur cette explication qu'on retrouve chez le trouble de la personnalité narcissique et chez le dévoreur d'âme concernant une mauvaise structure, c'est qu'en fait, il grandit avec une structure défaillante de son narcissisme. Mais chez le dévoreur d'âme, c'est beaucoup plus puissant que ce qu'on va retrouver chez la personne qui a le trouble de la personnalité narcissique. Chez la personne qui a ce trouble, c'est un trouble, donc on peut avec un traitement, disons, rééquilibré ou essayer d'améliorer les réactions de cette personne quand elle est au contact des autres. Voilà, là, on dépasse toutes ces notions-là, en fait. Et pour vous expliquer ça, je vais partir sur le mythe de Narcisse. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de Narcisse et Écho, c'est un mythe qui a été écrit notamment par Ovide dans l'un de ses ouvrages qui s'appelle Les Métamorphoses, où il expose énormément voilà, de mythes. Il y a l'histoire de Narcisse et Écho. Écho étant une nymphe. Et donc Écho, il faut savoir que Jupiter, autrement dit Zeus, a tendance en permanence à fréquenter plein de femmes et à tromper sa propre femme. Et sa femme un jour l'apprend, sauf que Écho, pour retenir sa femme et qu'elle n'aille pas surprendre Jupiter en train de coquiner avec une autre femme, elle le retient en lui racontant des histoires parce que Écho est extrêmement douée dans la parole, elle est extrêmement douée pour narrer des histoires et en fait la toute puissante femme de Jupiter, si je me trompe pas, elle s'appelle Junon, est très en colère en fait, elle n'est pas idiote et elle décide d'enlever le pouvoir, en fait le don que Écho a de narrer et d'être extrêmement douée avec les mots, et Écho se retrouve en fait à ne pouvoir dire ne pouvoir parler qu'en répétant la fin des phrases des autres, d'où le nom de Écho. Maintenant, concernant Narcisse, il faut savoir que Écho va tomber amoureuse de Narcisse, c'est un détail dans l'histoire, mais c'est quand même là. Ceux qui ne connaissent pas le mythe, la mère de Narcisse, quand elle a eu son enfant, est tout simplement allée voir un oracle. Et l'oracle a expliqué à la mère de Narcisse que s'il apprenait à se connaître, s'il apprenait à savoir à quoi il ressemble, qui il est, eh bien il en mourrait. Donc la mère de Narcisse a toujours refusé qu'il se voie lui-même dans un miroir. Or, qu'est-ce qui se passe au stade de l'enfant quand il se voit dans un miroir? Il peut avoir l'impression, un enfant qui se regarde pour la première fois dans un miroir, déjà au début l'enfant ne comprend pas qu'il y a un lui en dehors de sa maman. Et en fait c'est un stade, c'est vraiment un stade de développement où l'enfant commence à comprendre
qu'il y a un moi et qu'il y a un autre. Que quand il se regarde dans le miroir, c'est pas forcément quelqu'un dont il devrait avoir peur, c'est pas un camarade de jeu, c'est pas un autre bébé, c'est lui. Il y a vraiment toute une histoire de stade de miroir. Donc on peut s'imaginer que Narcisse ne développe pas en fait ce stade du moi et de l'autre. Pour le protéger, sa mère fait en sorte que Narcisse n'apprenne jamais à se connaître. Ce qui est très intéressant, n'est-ce pas, quand on connaît bien le dévoreur d'âme. Que quand on se regarde dans un miroir métaphoriquement, quand on est capable de se voir, est-ce que c'est pas qu'on est capable, qu'est-ce qu'on voit? On se voit soi. Donc cette métaphore, elle est très intéressante, n'est-ce pas? Ce qui est très intéressant dans le mythe de Narcisse, c'est que de l'extérieur, Narcisse est perçu comme quelqu'un d'extraordinaire, il est doué dans tout, il est beau gosse, les hommes comme les femmes tombent amoureuses de lui, ce qui me fait vraiment penser au profil du charmeur, le charmant, le fameux charmant, le masque du charmant que porte le dévoreur d'âme quand il rencontre des gens et quand il veut séduire sa conjointe ou son conjoint. Pour finir avec ce mythe, il y a plein d'hommes et de femmes qui tombent amoureux de lui, mais il finit toujours par les rejeter. D'ailleurs, à un moment, il en humilie presque un en le rejetant complètement comme s'il n'avait pas d'importance, il ne le considère pas vraiment dans ce qu'il ressent. Quand ce jeune homme vient vers lui, voilà, lui montrer qu'il l'aime vraiment et qu'il aimerait apprendre à le connaître, il le jette un peu comme un objet. Encore une fois, on pourrait faire un parallèle avec la manière dont le dévoreur d'âme utilise les gens comme des objets. Dans la réalité, soyons honnêtes avec nous-mêmes. À partir du moment où on est capable de s'aimer soi-même pleinement et de se regarder pleinement dans un miroir en face pour qui on est vraiment, aussi bien dans nos qualités que dans nos défauts, quand on est capable d'affronter toutes nos ombres de lumière, quand on est capable d'accepter tout ce qu'on a fait de mal aux autres et de se pardonner, mais en même temps quand on est capable de s'aimer même avec ce qu'on aime le moins chez nous, quand on est épanoui avec nous-mêmes, c'est là qu'on rencontre vraiment la personne incroyable de notre vie qui peut devenir notre grand amour. Parce que quand on est capable de s'aimer pleinement soi, dans ses parts d'ombre et de lumière, finalement, on est capable d'aimer pleinement les autres dans les parts d'ombre, dans leurs parts d'ombre et de lumière. Or, c'est exactement ce que Narcisse n'a jamais appris à faire, non seulement à cause de l'oracle, mais aussi à cause de sa mère qui a entretenu ce schéma. Et bien évidemment, quelque part avec toute la société qui est complice indirectement de tout ça, puisqu'il était traditionnel d'aller voir les oracles. Pourquoi je parle de société? Tout simplement parce que si on n'avait pas une société qui nous montrait à quel point la meilleure personne au monde, elle est charmante à l'extérieur, le pervers narcissique n'utiliserait pas ce masque du charmeur pour vous convaincre qu'il existe. Enfin, bref. La société joue un rôle énorme dans les masques que crée le dévoreur d'âme et les masques qu'il décide de porter pour vous séduire. On en reparlera plus tard. Donc il est légèrement prétentieux et quand Echo tombe amoureux de lui, là c'est la catastrophe. C'est clairement impossible pour lui, ça se passe mal et au final il finit par, je crois, la rechercher dans la forêt et au bout d'un moment il tombe sur son propre reflet dans une flaque d'eau. C'est la première fois qu'il se voit. Et dans le livre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il finit par en mourir parce qu'en fait, il tombe amoureux de lui-même et il finit par dessécher. En fait, il arrête de manger, de boire, d'exister, d'être conscient et en fait, il s'étale sur le sol et il devient un bout de viande séchée. N'importe quoi. Bref, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la fin du mythe, il finit par mourir. Parce qu'il ne s'est jamais regardé dans un miroir et il n'a jamais été capable de s'affronter et d'apprendre à se connaître. Mais ça, c'est toute l'histoire du dévoreur d'âme. À un moment de sa vie, finalement, le dévoreur d'âme n'a pas pu développer sa propre estime de lui, son amour pour lui, et pire encore, c'est un enfant qui n'a pas développé sa personnalité à partir du moment où, finalement, sa structure interne est défaillante. Ce qui fait la différence entre le trouble de la personnalité narcissique et le dévoreur d'âme dans la faille narcissique. Dans la faille de Narcisse, c'est vraiment cette idée que le dévoreur d'âme n'a pas développé sa personnalité et qu'il est incapable, entendez bien, il est incapable de se regarder en face, de voir qui il est depuis l'intérieur. On verra pourquoi par la suite, parce qu'il n'y a pas que cette faille-là. Mais dans le mythe de Narcisse, à la fin, il meurt. Que dans les textes, on peut les interpréter comme on veut. Mais finalement, si on réfléchit 2 minutes, c'est à l'image du dévoreur d'âme. Il ne peut pas se regarder en face, il ne peut pas regarder à l'intérieur de lui, il ne peut pas s'aimer. Là où Narcisse meurt par amour de lui-même, parce qu'il tombe amoureux de lui, parce qu'il est légèrement prétentieux,
Peut-être que cette mort est quelque part une renaissance, puisqu'on peut interpréter les textes comme on veut, et donc finalement, une fois qu'il se découvre, en effet, une partie de lui meurt. Mais cette partie de lui qui meurt lui permet de renaître sous une différente forme, lui permet de renaître en apprenant à s'aimer. La faille de Narcisse, c'est le fait que le dévoreur d'âme ne peut pas se regarder dans un miroir et apprendre à s'aimer. Il n'y arrive pas, il n'en est pas capable. Il n'a pas développé sa personnalité, il n'a pas développé son narcissisme. Bref, il n'a pas vraiment développé sa structure interne et il est tellement dans la souffrance pour des raisons que nous verrons juste après qu'en réalité, se regarder en face, regarder dans sa propre intériorité, c'est faire face à sa souffrance et pour lui, c'est réellement mourir. Mais dans sa croyance, dans son inconscience, c'est réellement mourir. C'est tellement intégré en lui que c'est clair et net, c'est impossible. Il ne peut pas se regarder en face. Il ne peut pas regarder à l'intérieur qui il est vraiment. Il ne peut pas regarder en lui-même finalement comme vous pouvez le faire, même si vous avez subi la même enfance, même si vous avez eu les mêmes failles. On peut vraiment interpréter ce mythe comme on veut. D'ailleurs, la mort de Narcisse, c'est un peu la mort du vieux soi et la naissance avec le nouveau soi. C'est une étape que le dévoreur d'âme ne peut pas affronter, d'où le nom que je donne, la faille de Narcisse. Parce qu'il ne peut pas être dans la mort d'un lui ancien, qui est celui qui est dans la souffrance, qui est celui qui ne s'est pas franchement développé, pour aller vers le développement et une restructuration de lui-même. Un peu comme une personne qui a le trouble de la personnalité va aller voir sans doute un psy, suivre une thérapie particulière pour aller mieux. Il ne peut pas arriver à ce stade-là. Il ne peut pas dépasser la mort de lui-même, renaissance à travers la fin d'une personne qu'on a été et qu'on n'est plus, et à travers la naissance de la personne que l'on peut devenir et qui est bien meilleure, qui est une personne qui a travaillé sur elle, qui est une personne qui a appris à aimer, même là où c'est extrêmement difficile de s'aimer dans sa pathologie ou dans ses troubles ou je ne sais quoi encore, ou dans sa souffrance de l'enfance. En effet, pour faire cela, il faut être capable de se regarder dans le miroir, n'est-ce pas? D'où la faille de Narcisse. Donc non seulement le dévoreur d'âme ne peut pas se regarder dans un miroir, ne peut pas regarder dans sa propre intériorité, il ne peut pas être en contact avec sa divinité intérieure, je reviendrai là-dessus après, mais en plus, il ne peut pas non plus prendre en compte l'autre. Il ne comprend pas que vos besoins sont importants, il ne comprend pas puisque les siens ne l'ont jamais été. Aujourd'hui, il est vraiment dans cette crise-là où il a besoin que lui soit la personne la plus importante, mais il va le faire de la manière la plus monstrueuse qui soit, parce qu'il ne sait pas qu'on peut le faire autrement, et parce qu'inconsciemment, le faire autrement pour son être interne, pour son inconscient, pour lui, pour son être pour son être intérieur, pour son ego, quelque part, le faire d'une autre manière, ce serait se laisser mourir lui, dans ce qui lui reste. Si il commence à prendre en compte les besoins de l'autre et l'estime de l'autre, il va être en face de lui-même. Il va être confronté au fait qu'il voit chez l'autre que la personne elle a de l'estime pour elle, mais que lui n'en a pas, parce qu'il va être dans la probablement comparaison, mais en acceptant les besoins des autres, en acceptant que l'autre existe en tant que personne, que l'autre a une personnalité, que l'autre a des besoins, que l'autre a des sentiments, si il accepte de voir ça comme ça veut dire qu'il accepte aussi de voir à quel point, par rapport à cette personne qui est en face de lui, il n'en est pas là. Accepter l'autre, finalement, c'est quelque part aussi s'accepter soi. Et il ne peut pas faire ça. Il ne peut pas tolérer que vous puissiez être quelqu'un avec des sentiments, des besoins, des émotions, une estime qui, en plus, vous avez travaillé dessus quand lui ne l'a pas fait. S'il accepte que vous existez en tant que tel, ça veut dire qu'il accepte de voir que le reflet que vous êtes par rapport à lui, c'est pas son propre reflet, d'où la projection, et que du coup, pour lui, c'est trop souffrant. Parce que ça veut dire que ce que vous avez, il ne l'a pas. D'où le fait qu'il est en permanence dans la projection, il a besoin que vous soyez ce qu'il ordonne que vous soyez, parce que si vous êtes plus, ça le renvoie à ce qu'il est en moins. Je ne sais pas si vous arrivez à suivre ce que je dis, mais c'est exactement ça en réalité. C'est vraiment très souffrant pour lui. C'est trop difficile pour lui d'accepter que vous êtes quelqu'un, là où lui ne peut pas être quelqu'un. La faille de Narcisse, c'est l'impossibilité pour cet enfant de développer non seulement son narcissisme, mais aussi sa personnalité et finalement, quelque part, son estime de lui, d'accepter qu'il a des besoins, des sentiments, des émotions, d'accepter qu'il a vécu des choses difficiles qui sont encore là et qu'il faut affronter. Cette faille de Narcisse, c'est son enfoncement total dans le déni de la réalité, de sa propre réalité. Et pour être complètement en accord avec ce déni de la réalité,
il va être dans le déni de votre réalité. Il ne peut pas être dans le déni de sa réalité et accepter la vôtre, ça n'est pas possible. Il ne peut pas voir en face de lui quelque chose de plus. Il faut qu'il voit quelque chose d'aussi moins que lui pour survivre, pour pallier à sa souffrance. Il est complètement dans le déni de la réalité et de votre réalité parce que ça le soulage. La projection, pour lui, c'est un moyen aussi, quelque part, de survivre. Et cette projection, elle est nécessaire. Et de toute façon, son ego refuse de faire fonctionner son mental autrement. Parce que retirer le déni de votre réalité, retirer le déni de sa réalité, retirer le fait que la projection lui permette de survivre, d'exister, c'est le confronter à lui-même. Et il ne peut pas se regarder dans un miroir. Vous comprenez? Quand un enfant développe son narcissisme de manière saine et sereine, en fait, il comprend non seulement que lui existe en tant qu'individu et que c'est vrai qu'il a des besoins, mais petit à petit, les parents, en fait, en grandissant, puisque l'enfant au début, il est auto-centré sur lui, mais de manière positive, hein, il apprend, hein, on ne naît pas en comprenant qu'il y a un monde autour de nous, qu'il y a 15 000 pays, qu'il y a des guerres, qu'il y a des gens qui meurent de faim. L'enfant, quand il grandit, quand il naît, il a tout à apprendre, d'accord? Mais il a aussi à apprendre, à conscientiser et à comprendre qu'il n'y a pas que lui, que les autres ont des besoins. Ce qu'on appelle d'ailleurs un caprice chez un enfant, c'est un enfant qui à un instant T est dans une émotion extrêmement forte parce qu'il veut quelque chose. Et il n'est pas encore dans la conscientisation que oui, c'est possible ou pas pour X raisons, mais qu'il n'y a pas que lui, il y a sans doute des choses à faire aussi, de prendre en compte que quelqu'un d'autre que lui a aussi des besoins, des sentiments, des émotions, des ressentis, peut aussi être triste, déçu, ému, bienveillant. C'est aussi un enfant qui grandit sainement dans son narcissisme, c'est aussi quelqu'un qui apprend à s'aimer pour ce qu'il est, et qu'il apprend qu'il a des défauts et que ces défauts font partie de lui, qu'il a tel ou tel caractère. Mais c'est sa réalité, c'est son caractère, c'est sa personnalité, c'est lui en fait. Et il comprend que lui c'est lui et qu'il y a quelqu'un d'autre qui a peut-être un caractère différent. Peut-être qu'il y a des gens qui ne sont pas timides et que lui est timide ou inversement. Peut-être que c'est un enfant qui a besoin de bouger et il ne va pas comprendre pourquoi un autre enfant est plus calme. Et donc il va comprendre qu'il y a plusieurs types d'enfants, des enfants calmes et des enfants actifs. J'en ai marre. Dans un narcissisme sain, il comprend en fait, prend en compte l'autre qui existe face à lui, grâce à son empathie, sa compassion. Et ça, ce sont des choses que le dévoreur d'âme ne développe pas. L'enfant dévoreur d'âme n'arrive pas à se construire dans son authenticité. Il y a un déséquilibre entre l'énergie qu'il donne à lui-même et dans l'énergie qu'il va investir chez l'autre. Il y a un énorme déséquilibre qu'on ne voit pas chez les enfants sains. Finalement, dans sa faille de narcisse, le dévoreur d'âme n'arrive pas à grandir en tant qu'être humain authentique et stable dans son intériorité, dans sa personnalité, dans sa personne. Ah oui, et il développe alors pas du tout d'empathie, hein, et d'ailleurs il va vers la perversion. Il prend vraiment plaisir à faire du mal. Il n'a pas développé certaines choses chez lui, donc la culpabilité, il n'en a absolument jamais. C'est incroyable de voir ça. Je ne peux pas vous expliquer, mais c'est impressionnant de voir un être humain qui ne ressent jamais de honte, ni de culpabilité, ni de gêne. C'est extrêmement étonnant en fait, mais ça existe vraiment, je vous assure, ça existe. Jamais de remords, pas de compassion. Par contre, ils sont doués pour imiter. Ils sont doués pour imiter, mais ça ne veut pas dire qu'ils le ressentent à l'intérieur. Ils peuvent le montrer en surface comme une fenêtre, mais quand on ouvre la fenêtre, il n'y a plus rien. La faille de Narcisse est la première faille qui se construit chez l'enfant dévoreur d'âme avant qu'il ne devienne un dévoreur d'âme. Elle est à la fois due à son environnement. Il faut vraiment prendre en compte que toutes les générations qui arrivent ne vont pas forcément vivre la faille de Narcisse à travers les mêmes conditions. Exemple, je vais vous donner un exemple concret. Ma mère est un dévoreur d'âme. Pour des raisons aussi environnementales, il y a eu des guerres dans son enfance. Et en comparaison à ça, avec d'autres personnes dans ma famille, notamment mon frère, il n'a pas connu de guerre. On n'a pas eu de guerre en France, mais pour autant, les deux sont déstructurés intérieurement. La faille de Narcisse, quelque part, c'est vraiment que l'enfant est dans la souffrance de devenir quelqu'un. La faille est extrêmement puissante et surtout, ce qui est la raison qui fait que cette personne devient un dévoreur d'âme et ne s'arrête pas au trouble de la personnalité narcissique, c'est qu'en fait, elle est renforcée par une deuxième faille, la faille du trauma et la faille traumatique. Si la faille traumatique t'intéresse, on va aller voir ça ensemble dans la prochaine vidéo. Voilà mes belles lumières, je vous remercie infiniment d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu et qu'elle aura été explicative sur une partie des origines du dévoreur d'âme dans son enfance.
qu'est-ce qui explique qu'il devient dévoreur d'âme, qu'est-ce qu'il se passe en interne chez lui. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner, à liker, mettre un petit pouce bleu pour le référencement, c'est super cool, ça m'aiderait beaucoup. Tu peux aussi aller voir ma page Instagram si ça t'intéresse. Et sinon, je t'invite aussi à activer la petite cloche pour être au courant de quand est-ce que je vais sortir mes prochaines vidéos. Et voilà, je te remercie et j'espère que tu vas passer une merveilleuse journée. En attendant, je te dis à bientôt et je te fais des gros bisous d'amour et de lumière.